Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, y a-t-il une obsession du voile en France ? Il y a 30 ans, très exactement, s'ouvrait dans la société française un débat qui ne s'est pas encore refermé, celui du voile ou du foulard islamique. La scène se tenait à Creil, dans le Val d'Oise, un proviseur d'un collège, 3 jeunes élèves musulmanes, un ministre d'éducation et des intellectuels devinrent les acteurs d'un moment intense de l'histoire de notre République. 3 décennies et une loi plus tard, le débat est encore là, aussi vif, a-t-on l'impression, qu'au premier jour. Pourquoi cette réitération ? C'est la question que nous allons poser à nos 4 invités. Ouria Bentouami, qui sera en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Toulouse. Elle est maîtresse de conférences en philosophie à Toulouse Jean Jaurès. Catherine Kinsler, philosophe également, professeure honoraire à l'université Charles de Gaulle Lille 3, auteur entre autres de Pour la laïcité aux éditions Minerve 2014. Et puis Nicole Pellegrin est avec nous, elle est historienne à l'université de Poitiers, auteure de Voile, une histoire du Moyen-Âge à Vatican II aux éditions du CNRS. Et enfin, nous attendons Latifa Ibn Zlaten qui a fondé l'association IMAD pour la jeunesse et pour la paix. Madame, monsieur, bonsoir. Elles se prénomment Leïla, Fatima et Samira. Ce sont 3 collégiennes de Creil, élèves du collège Gabriel Havet. Voici que depuis 15 jours, elles ne vont plus en cours de confession musulmane. Elles portent le foulard. Or, selon le principal, le port du foulard est incompatible avec la laïcité de l'école publique. Il les a priées de choisir. Les 3 adolescentes ont préféré rester chez elles. Le projet de loi a été adopté. Sur la base de ce texte, les grandes croix, les kippas et les voiles seront désormais interdits. En revanche, les pendentifs discrets seront tolérés. Des dispositions applicables dès la rentrée scolaire de septembre 2004. C'est l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la plus haute juridiction, qui examine l'affaire Babilou et le licenciement d'une employée de cette crèche de Chanteloup-les-Vignes. Un dossier sur la laïcité et sur la place de l'islam dans les entreprises. Ne comptez pas sur moi pour avoir honte du modèle républicain français. C'est quand même incroyable aujourd'hui que quand vous dites une phrase comme « le voile n'est pas souhaitable », vous avez la terre entière qui vous traite de réactionnaire alors que vous êtes juste républicain. Voilà, 4 éléments, parcours pourrait-on dire, dans le parcours de 30 ans d'histoire depuis octobre 1989 et l'affaire dite du voile à Creil. Catherine Kinsler, bonsoir. Bonsoir Emmanuel Vous êtes Laurentin. Avec nous, vous êtes philosophe, je l'ai rappelé, et vous êtes une des 5 signataires de ce premier texte envoyé donc au ministre de l'Éducation nationale en 1989, c'était Lionel Jospin à l'époque, au moment du bicentenaire de la Révolution française, grande année 1989, chute du mur, bicentenaire de la Révolution et début de cette affaire donc dite du voile ou du foulard islamique. Qu'est-ce qui a motivé, alors que vous étiez philosophe, votre introduction dans cette question du voile et du foulard à l'école en 1989 ? C'était une clarification du concept de laïcité. Moi, j'y ai travaillé par la suite. Mais ce qui nous a motivés, effectivement, c'était l'indécision politique des différentes instances, en particulier du ministre de l'Éducation nationale. Que disait-il, Lionel Jospin, à ce moment-là ? Il a dit, juste avant notre intervention, il a déclaré que, bon, bien sûr, il fallait essayer de convaincre les familles de retirer ce voile, mais que si on n'y arrivait pas, il fallait donc abandonner et donc recevoir les jeunes filles avec leur voile. C'est bien le voile, c'est bien du voile qu'il s'agissait. Donc c'est ce qui nous a motivés et nous avons écrit ce texte donc à 5 personnes. Il y avait avec vous Alain Finkielkraut, Régis Debray, Elisabeth Banather, Elisabeth de Fontenay. Elisabeth de Fontenay et moi-même, oui. Et donc dans ce texte qui était très dur, vous disiez que c'était le Munich de l'école républicaine, vous parliez de capitulation et vous évoquiez justement cette question comme étant une sorte de... Alors, est-ce que c'était déjà de la laïcité de combat, comme on l'a dit plus tard ? Moi, je pense que oui. Mais je pense que le point principal à l'époque et maintenant encore, je n'ai pas du tout modifié mon analyse, c'est que la question de l'école maintient ce que j'appelle moi la respiration laïque. C'est-à-dire que dans la société civile, le port des signes religieux, politiques, etc., l'expression est libre, bien sûr dans le cadre du droit commun, mais il y a des lieux où c'est suspendu.
où c'est suspendu l'autorité publique, les fonctionnaires. Et la question de l'école était centrale parce qu'effectivement, on invite les élèves à effectuer cette suspension momentanément. Et nous écrivions que c'était le seul moment où de jeunes musulmanes qui pouvaient être l'objet de pression, d'une uniformisation de leur vie... D'oublier leur communauté d'origine, disons-vous. Voilà, oui, on disait, vous avez désarmé ces milliers de jeunes musulmanes qui se battent ici et là pour leur dignité, leur liberté, et leur allié, c'était l'école. Donc, au fond, l'école leur permet, maintenant on voit très bien, on enlève le voile, et puis on le remet à la sortie. Donc il y a cette respiration, elle pouvait s'appuyer là-dessus pour dire, ben non, je peux l'enlever, donc je ne dois pas le porter tout le temps, et si je le porte, je suis libre de le faire. Nicole Pellegrin, vous êtes historienne des femmes et du genre, vous êtes historienne aussi du vêtement depuis très longtemps, vous vous intéressez à cette question-là, et vous avez donc composé un formidable livre qui s'appelle « Voile », au pluriel, une histoire du Moyen-Âge à Vatican II. Et quand nous avons décidé de donner ce titre à cette émission, c'est-à-dire « Y a-t-il une obsession du voile en France ?», nous n'avions pas relu votre introduction qui dit ceci. Ce n'est pas un essai sur les voiles dits musulmans, mais bien plutôt une enquête autour d'une obsession chrétienne de longue date, le voile et son bon usage par les femmes. Ça veut donc dire qu'avant la querelle de 1989 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu d'autres querelles de ce type à propos de cette question du voile ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Il est évident que l'obsession actuelle, la rengaine, la fixette que nous avons tous et toutes autour des voiles dits musulmans, ça a une très très longue histoire. Alors, il y a deux aspects sur lesquels je voudrais peut-être rebondir. D'abord, ce que vient de dire Catherine et qui est très très important, cette nécessité de clarification en tant que fille de l'école laïque et républicaine. Je trouve que nous avons une législation qui est extrêmement... qui sauvegarde l'état des jeunes filles, de leur choix, etc. Et donc, toute atteinte contre la laïcité est pour moi une atteinte collective et extrêmement grave. Par ailleurs, en tant qu'historienne, c'est vrai que je me dis, mais pourquoi on revient là-dessus, lors même que, grâce à Catherine et à d'autres, il y a eu, et grâce à nos parlementaires, des lois en 2004, en 2010, qui clarifient... me semble-t-il... Pourquoi ça revient dans le débat d'une certaine... Pourquoi ça revient dans le débat ? Pourquoi aussi, depuis la Révolution française, on a proclamé la liberté du costume. Donc, il y a deux champs, c'est-à-dire le temps de la jeunesse et de l'école, où effectivement aucun signe ostentatoire religieux ne doit être présent. Et à partir du moment où il y a un libre arbitre possible des jeunes filles ou des jeunes gens, le port de signes comme le voile est évident. On voit bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand ça revient dans le débat, ça n'est plus à propos des jeunes filles ou des jeunes gens, mais c'est à propos de personnes adultes qui se comportent donc dans l'espace public, pourrait-on dire, et on se demande pourquoi justement cette question de la liberté du costume que vous décrivez, Nicole Pellegrin, n'est pas applicable à nouveau dans cette société. C'est très très étonnant. C'est très étonnant et largement inexplicable. Alors, j'ai des explications multiples, des explications politiques sur lesquelles je pense qu'Ouria va revenir tout à l'heure. Ouria Bentouami. Voilà, et j'ai des explications d'anthropologues historiennes. Les voiles, on connaît ça. On connaît ça parce que... Depuis longtemps. Depuis très très longtemps. Depuis Tertullien au moins. Depuis Tertullien au moins, et sans doute depuis l'Antiquité, où la femme qui se respecte, qui est aisée, qui est libre, a l'obligation, lorsqu'elle sort dans l'espace public, de porter quelque chose sur la tête. Alors, une des traditions qui ont été renforcées, élucidées de manière tout à fait extraordinaire par les pères de l'Église, notamment par saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, et qui montre que le voile, parmi les innombrables significations et usages qui sont ceux qu'on peut en avoir, est un signe de subordination. Mais peut-être mille autres choses, y compris aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je dis complexifions la situation. Effectivement, et votre livre la complexifie en mettant un pluriel à ce voile. Ouria Bentouami, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à Toulouse Jean Jaurès et vous avez réfléchi à une phénoménologie politique du voile pour un gros article qui vous a permis de faire le clair, à vos yeux, justement des raisons qui, selon vous, font que cette question de l'obsession du voile est présente dans notre société. Oui, je me suis surtout intéressée à ce que cela fait que de voir un voile. À toutes ces réactions, j'essaie de réfléchir un peu sur toutes les réactions quand même qui faisaient un peu la une des médias, et notamment avec cette obsession, très française je trouve, de la gestion du gouvernement, ce que j'appelle des identités du visible. En ce sens-là, il y a comme si on se représente finalement le voile comme une obstruction du visible. Et ça renvoie, de toute façon, c'est ce que j'explique dans l'article, ça renvoie à une technique, j'allais dire, de disciplinarisation de l'islam qui vient depuis, en gros, là, on pourrait commencer à la période postcoloniale, même si déjà à la période coloniale, il y a quelque chose de ça, et qui voulait que l'islam doit être invisible. C'est-à-dire que ce que doit faire au départ le travailleur immigré, c'est être poli, et retourner en son pays quand il aura terminé. Et avec le voile, ce qui se passe, c'est qu'il ne respecte pas l'interdiction d'apparition. Il est visible, il obstrue le visible, et j'allais dire, c'est un visible que je dis qui sera toujours en excès. D'où une obsession, l'obsession du voile, elle se lie aussi dans une sorte d'économétrie, c'est-à-dire qu'on va mesurer le moindre signe qui pourrait apparaître comme un voile caché ou dérobé. Donc ça a été les bandanas, les jupes, et là on le voit avec la barbe, etc. Donc il y a aussi une dimension presque psychanalytique qui est simplement du dégoût que suscite l'islam en tant que tel. Et puis ensuite, cette obsession, j'allais dire, elle n'est pas que, en réalité, je ne pense pas, c'est pas une question de laïcité. On s'en rend compte, on le voit, parce que la laïcité, au départ, effectivement, c'est à l'école. Bon, allez, supposons à l'école. Mais ensuite, ça se porte à l'extérieur de l'école, sur les plages, au travail, dans le travail des soins de la personne, etc. Donc, finalement, je me suis rendu compte aussi qu'on considérait aussi que le voile, ça nous empêche de manger tranquillement, ça nous empêche d'aller à la plage tranquillement, etc. Donc, il y avait quelque chose qui allait au-delà de simplement la laïcité, la séparation. Vous dites que le voile encombre le champ de vision ordinaire de la nation. C'est comme ça que vous le présentez, Houria Bentouami, c'est-à-dire comme si, d'une certaine façon, ce voile nous empêchait de voir autre chose. Il fait écran à une réalité. Alors, vous insistez beaucoup sur, évidemment, la question coloniale. Vous reprenez les travaux de Neil McMaster sur Burning the Veil, par exemple, qui a été un grand travail sur l'émancipation des femmes musulmanes pendant la colonisation en Algérie, ou encore vous reprenez les travaux de Todd Shepard qui a beaucoup travaillé sur la mal-décolonisation, là encore après la colonisation de l'Algérie. Tout cela vous paraît évident? Est-ce que c'est si évident que cela, ou est-ce que c'est une analyse que vous avez mûrie au fur et à mesure, Houria Bentouami? Puis je donnerai la parole aux autres intervenantes de cette table ronde. En réalité, la question coloniale, elle est enfouie, disons. Elle n'apparaît jamais immédiatement. Donc, c'est tout un travail de déconstruction à faire, parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle la colonialité aussi, elle prend d'autres aspects. C'est-à-dire, par exemple, comment penser, par exemple, cet élu RN du Rassemblement national la semaine dernière, en rejetant cette femme, fait appel à un moment à l'égalité des sexes, au féminisme. C'est-à-dire qu'on a aussi une rhétorique maintenant, c'est la rhétorique de l'émancipation, de sauver ces femmes d'elles-mêmes, y compris par des groupes politiques dont on sait par ailleurs qu'ils ne sont pas les premiers à défendre l'égalité des femmes. Donc, c'est aussi tout un travail de déconstruction de cette colonialité. Donc, moi, ce que je considère, c'est que le voile est un processus de racialisation en réalité. C'est-à-dire qu'on considère des personnes comme étant indignes d'apparaître publiquement, de travailler, etc. On ne doit absolument pas les voir, ça ne doit pas exister. Parce qu'en France, d'une certaine façon, c'est une certaine manière aussi de comprendre, dans ces cas-là, la laïcité, c'est que l'apparaître est censé dire ce que l'on est et est censé dire notamment à quoi l'on souscrit en termes de foi. Donc, porter le voile, on considère que c'est nécessairement, de manière ostentatoire, dire que l'on est soumise. Et ça, c'est problématique. Nicole Pellegrin, puis Catherine Kinsler. Nicole Pellegrin, l'apparaître, c'est votre sujet, puisque vous êtes historienne, entre autres, du vêtement. Oui, je pense qu'il faut qu'on analyse de façon de plus en plus fine, et plus fine peut-être qu'on l'a fait jusqu'à présent, les phobies
du voile. Alors, ce sont des phobies sociopolitiques comme notre ami vient de le montrer très très clairement, mais il faut peut-être aussi réfléchir à des phobies d'un ordre plus profond, plus inavouable encore, qui sont des phobies d'ordre sexuel. Car qu'est-ce qui est caché par les voiles? Ce sont des poils. Et ça, les pères de l'Église, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, en sont parfaitement conscients. Et j'ajouterais aussi qu'il y a peut-être un régime esthétique du regard occidental auquel on n'a peut-être pas assez fait attention, à savoir que l'Occident veut voir le visage, veut voir les yeux et veut d'une certaine manière pouvoir déshabiller du regard les femmes de sa société. Vous avez travaillé aussi sur les questions de la galanterie, etc. On y reviendra peut-être parce que ça fait partie de cette galanterie à la française qui est parfois contestée par beaucoup d'historiennes des femmes et d'historiennes du genre. Mais Catherine Kinsler, vous reprenez la parole, c'est à vous. Oui, merci. Écoutez, moi, je me permettra de ne pas suivre les pères de l'Église dans cette affaire. Vous êtes plutôt spécialiste du XVIIIe siècle et des Lumières, c'est pour ça. Oui, oui. Et donc, je pense que il faudrait quand même aussi aborder un autre aspect. Nicole Pellegrin a très bien mis en relief l'idée qu'il y a des voiles. Il y a polysémie aussi, même du voile. Mais ce que fait remarquer... Ce qui explique d'ailleurs la multiplicité du type de réaction, parce qu'on peut défendre la possibilité pour telle ou telle femme d'avoir un type de voile dans l'espace public et pas tel autre, par exemple. Par exemple, mais je rappelle quand même que ce port du voile bien sûr. Dans l'espace public, ce qu'on appelle l'espace public, ce que j'appelle moi l'espace civil, est libre, bien sûr, dans le cadre du droit commun. Bien sûr. On est bien d'accord. Alors, moi, ce que je voudrais montrer, c'est que, au fond, cette polysémie, il y a une expression que j'emprunte à Fatia Boudjala, qui a écrit un livre exprès là-dessus qui s'appelle « Combattre le voilement ». Sorti en début d'année. Alors elle, c'est pas de la phobie qu'elle a, Combattre le voilement. C'est une résistance politique. Il faut aussi parler de cette résistance. Eh bien, elle dit, oui, le voile est polysémique à un moment. Je ne saurais pas vous citer la page, mais elle dit, mais ce qui est étrange quand même, c'est que tous ces sens vont dans l'intérêt des hommes. Je trouve que cette remarque est fondamentale. Bon. Et donc, je voudrais aussi revenir sur la question de la disciplinarisation. Alors, Houria Bentouami a utilisé l'expression disciplinarisation de l'islam. Mais il y a aussi une disciplinarisation par l'islam. Et ça, il faut peut-être aussi en parler. Et ce qui me gêne dans le terme phobie, bien sûr, je comprends la notion et je crois qu'elle a une histoire, bien sûr, mais il faut aussi faire attention à ne pas psychiatriser, à ne pas psychologiser les résistances politiques au voile, justement parce que ce voile, aujourd'hui, est aussi un vecteur de signalisation politique. Il y a un programme politique, de l'islam politique derrière, et je crois que là aussi, il y a des voiles, et tout le monde fait la différence, je crois. Hein. Oui, et par conséquent, il me semble que là, attention... l'argument de la phobie se retourne. Et finalement, c'est un retournement dont on a l'habitude. Les jeunes musulmanes qui font l'objet de pression, ce que dénonce Fatia Boudjala, entre autres, dans son livre, eh bien, alors, elles ont la phobie du voile, elles ne sont pas de bonnes musulmanes, elles sont offertes au regard, etc. Ça aussi, les viols, les tournantes, les insultes, ça pourrait justifier, je crois, aussi largement la résistance au voile. Et je pense que c'est un point qu'on abordait aussi dans l'appel des 5. Houria Bentouami, dans votre article consacré justement à cette question de la phénoménologie politique du voile, vous dites en quoi ce qui se donne à voir aux yeux de tous témoigne d'une attitude, d'une disposition qui confirmerait ou qui nierait un attachement, voire une aptitude à la laïcité. C'est-à-dire que c'est le sens que l'on donne à ce port du voile qui vous intéresse en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on interprète ce port du voile comme étant soit un attachement aux valeurs dites de la République, aux valeurs de la démocratie, aux valeurs de la France, aux valeurs de la laïcité, ou pas.
En réalité, c'est plutôt l'appauvrissement de la polysémie du voile. Et c'est pour ça que je parle de racialisation à ce propos, c'est-à-dire qu'il n'aura plus qu'un seul sens possible, qui est celui de la soumission, qui est celui du refus de la laïcité, du refus des lois de la République, voilà, du refus de la loyauté républicaine. Or, bon, déjà, toutes ces personnes, en général, qu'on entend dans les médias, etc., ne sont absolument pas anthropologues de l'islam, donc ne sont pas aptes à dire ce que signifie le voile. Donc le problème, en réalité, c'est bien qu'on fait de ces femmes-là des formes, c'est ça des formes d'étrangers à la culture française, et en plus, des sortes presque d'ennemis de l'intérieur, puisque voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre de la part de Madame Kissler, il y aurait un programme politique du voile, etc. Il y a un programme de l'islam politique, il existe, mais effectivement... De l'islam politique, ouais, bien sûr. Mais est-ce que le problème, c'est que quand vous êtes, juste, je reprends quand même le cas tout récent de cette mère donc, qui s'est faite interpeller, disons, oralement par cet élu, est-ce que là, elle avait un programme politique? En l'occurrence, non, c'est-à-dire que même lorsqu'une femme ne fait rien, c'est-à-dire elle ne dit rien, elle ne parlait pas, je veux dire, elle était juste en train d'assister, elle était en spectatrice là, on lui reproche une forme là d'agentivité, de prosélytisme, etc. C'est-à-dire que c'est bien vous montrer quand même, on dit qu'il n'y a pas de dimension psychiatrique, mais si, on a une enfin. Il faut quand même reconnaître que, j'allais dire, le racisme est une forme de phobie très forte et qui est structurelle. Et c'est des années et des années, j'allais dire, de disqualification, de banalisation de la parole raciste sur l'islam, qui fait qu'on en arrive là, on en arrive à ce genre de choses. Il y a une telle répudiation sociale. Moi, ce qui me chagrine dans tout ça, c'est que de dire que c'est pour elles en plus, que c'est pour ces femmes-là qu'on fait ça, c'est pour leur émancipation, etc. Mais enfin, est-ce que quand même, la base du féminisme, c'est d'abord de demander aux femmes ce qu'elles veulent, ce qu'elles désirent. C'est pas de leur dire votre corps nous appartient et on va vous dire comment vous délivrer de vous-même ou de vos frères. Un instant. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Tout cela pour préciser que nous sommes dans un débat consacré à l'obsession. Y a-t-il une obsession du voile en France dans le temps du débat, et que nous attendions Latifa Ibn Nizaten, qui pour l'instant n'est pas en ligne avec nous alors qu'elle avait prévu de l'être. Elle est dans le centre de la France et nous espérons la voir d'ici la fin de cette émission. Nicole Pellegrin, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit par Ouria Bentouami, puis je donnerai la parole ensuite à Catherine Kinsler. Oui, je voulais insister sur la générosité des mères musulmanes, chrétiennes ou athées qui acceptent d'accompagner les gamins sur leur temps de vie ou de travail. Et l'affaire de Dijon, moi je dois dire complètement révulsée, je tiens à le dire très fort, très très haut. Une mère silencieuse, gracieuse dans les tribunes, accompagnant son gamin et une classe, et qui est prise à partie devant ce gamin et devant cette classe parce qu'elle a un bout de chiffon sur la tête et qu'elle n'avait sûrement aucune intention prosélyte marquée. Sur ce point d'ailleurs, vous êtes d'accord, Catherine Kinsler? Mais je pense même que M. Odoul n'avait, enfin la personne qui a invectivé, Julien Odoul du Rassemblement national, à des gens comme ça, à des personnes, il n'avait même pas à savoir qu'il s'agissait d'une accompagnatrice scolaire, puisque c'était une visiteuse. Donc je rappelle, en tant que visiteuse, cette dame avait parfaitement le droit d'afficher une croix ou bien une kippa, enfin un homme, ça pouvait être une kippa, donc il n'avait même pas à le savoir. Donc je crois que là, ça a dépassé les bornes, et nous avons, bien entendu, ça a remis une pièce dans la machine. Mais voilà, c'est surtout ça, c'est surtout la question, Catherine Kinsler. Je crois que je voudrais revenir sur d'autres points. Allez-y. Je pense que, dire bout de chiffon, je suis étonnée d'entendre Nicole Pellegrin dire cela après tout le travail qu'elle a fait. Alors, dire qu'il y a effacement de la parole et qu'on se prononce pour les musulmanes, je trouve que c'est excessif. Fathia Boudjala, elle proclame justement sa foi, elle dit qu'elle est musulmane, elles prennent la parole. Les Iraniennes qui se battent contre l'obligation du port du voile, personne ne se prononce à leur place, et elles aimeraient bien peut-être être davantage soutenues. Bien sûr, voilà. Il me semble qu'il y a quelque chose, il y a un programme politique, il y a quelque chose de contemporain dans cette affaire qu'il ne faut pas gommer. Alors, je ne le rappellerai jamais assez, je me battrai
toujours pour la liberté d'expression, qu'elle soit religieuse, politique, dans le cadre du droit commun, on est bien d'accord. Bon élève de Condorcet que vous êtes. La manif pour tous peut s'exprimer, les anti-IVG peuvent s'exprimer, ça ne me plaît pas. Mais en vertu de la même liberté, je peux dire tout le mal que je pense d'une position dans le cadre du droit commun. Et ça, à chaque fois et là, c'est là que Jean-Michel Blanquer me semble intéressant. Enfin, pas seulement là, bien sûr, mais il a... dès qu'on fronce le sourcil, qu'on dit quelque chose, alors on est catalogué, on est, alors je dirais pas facho, mais enfin, il y en a qui ne se gênent pas pour le dire. Et on est, alors quand il s'agit d'un musulman ou d'une musulmane ou de culture musulmane, ce sont les collabeurs, etc. On est l'objet d'insultes, alors qu'on est simplement républicain. C'est en vertu de la même liberté que la critique. Bien sûr, mais vous savez bien que comme... sans entrave, bien sûr, Catherine Kinsler, sauf celle du droit commun. Mais vous savez bien, Catherine Kinsler, que le terme même de républicain a changé d'obédience. On a changé ce qu'il y avait sous le terme de républicain depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. On n'est plus républicain aujourd'hui comme on l'était dans les années 60, à la naissance de la Ve République. Horia Bentouami, quand on réfléchit à cette question-là, on se dit aussi, mais est-ce que ce qui se passe en France se passe ailleurs? Ça vaut le coup d'aller voir dans les pays voisins. Il y a des pays qui, effectivement, ont progressivement rejoint les positions françaises sur, en particulier, le port d'un certain type de vêtements islamiques dans l'espace public, par exemple, et puis d'autres qui ne l'ont pas fait. Est-ce que ça vaut le coup de réfléchir à cette comparaison ? Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas juste une question de laïcité. Parce qu'on se rend compte que, de fait, il y a aussi des formes de législation prohibitive, effectivement, dans d'autres pays, en Espagne, en Belgique, en Suisse. Et puis, il y a des courants quand même fortement islamophobes en Allemagne, en Italie, etc. Donc, ça va au-delà simplement, en réalité, de la question républicaine laïque. Donc, c'est beaucoup plus, j'allais dire, il y a une peur de l'islam qui est très forte et qui aussi prend les tours. Alors, c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter et puis répondre aussi à Catherine Kinsler, parce que c'est toute la question en fait qui s'était posée, c'est peut-on critiquer l'islam, comment critiquer l'islam, etc. Et de dire qu'il ne faut pas employer le terme d'islamophobie parce que justement ça voudrait dire qu'on ne peut plus critiquer l'islam, etc. Il faut dire quand même que tous ces gens-là qui ont dit ça ont préparé quand même le terrain, vraiment moi je trouve c'est préparer le terrain à une libération mais complète de la parole xénophobe, parce que l'islamophobie, reconnaître la spécificité quand même d'une forme d'oppression, de racisme, etc., est nécessaire et que ça ne veut en rien dire qu'on ne peut pas critiquer l'islam par ailleurs, etc. C'est-à-dire qu'il y a deux discours qu'on mélange. Il y a le discours savant de la critique, ou même qui peut être un discours aussi politique, et puis il y a quand même la réalité du fonctionnement du racisme. Donc c'était toute la polémique un peu autour de Pénard-Ruiz. Voilà ce que ça produit aussi. Que tout alors, le monde, Pénard-Ruiz, il faut peut-être rappeler à nos auditeurs, c'est un philosophe laïque qui est intervenu et qui a fait une déclaration qui a été immédiatement contestée. D'ailleurs, Catherine Kinsler a signé le texte en soutien à Henri Pénard-Ruiz, en l'occurrence. Et donc, parce qu'il disait on peut être islamophobe comme on peut être christianophobe, comme on peut être judéophobe, je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai plus la citation sous les yeux, je suis en train de la rechercher. Mais, et donc, il disait exactement l'universalisme laïque n'a rien à voir avec l'ethnocentrisme colonialiste ni avec le racisme, contrairement à ce que prétend la mouvance décoloniale. Rejeter une religion n'est pas raciste, mais rejeter une personne ou un peuple du fait de sa religion est raciste. Le regretté Charb l'a dit clairement. Le racisme anti-musulman est un délit, mais pas le rejet de l'islam. On a le droit d'être islamophobe, athéophobe, catholicophobe, mais pas de rejeter une personne du fait de sa religion ou de son humanisme athée. Donc c'est ce que vous évoquiez à l'instant même, Horia Bentouami. Donc c'est cette déclaration d'Henri Pénard-Ruiz qui a donné lieu donc à un texte de soutien à Henri Pénard-Ruiz de la part de pas mal d'intellectuels, y compris de Catherine Kinsler, ici présente. Vous vouliez terminer, Horia Bentouami, je vous ai interrompu. Oui, juste dire que l'islamophobie est en réalité la chose du monde la mieux partagée. C'est même un ciment.
Je veux dire, c'est un ciment républicain. C'est vraiment, maintenant, la seule manière presque de se sentir républicain, français, etc., c'est d'être islamophobe. C'est de s'autoriser ce jeu, mais qui est validé par toutes les instances, par les ministres. Enfin, je pense notamment au ministre de l'Éducation, ou alors je pense aussi à ce directeur de la rédaction du Figaro qui dit détester l'islam, etc. C'est la chose du monde le plus partagé et qui donne, encore une fois, je trouve, un script, c'est-à-dire des formes ça va autoriser des gestes violents, de destitution de citoyenneté, c'est ça, hein, c'est vraiment ça dont on parle, de civilité, etc., vis-à-vis des musulmans. Donc c'est très grave en réalité. Je donne la parole à Catherine Kinsler, puis ensuite à Nicole Pellegrin. Catherine Kinsler. Oui, écoutez, je pense que le terme islamophobie, bon, quand on l'analyse, le mot islam n'a jamais désigné des personnes en langue française, mais toujours une doctrine, une religion, ses variantes. Donc, je ne vois pas ce qui est grave, ce qui est un délit, c'est bien ce que dit Henri Pénard-Ruiz dans la conférence incriminée, c'est de s'en prendre à une personne ou à un groupe de personnes, notamment au motif de sa religion. Ça, c'est un facteur aggravant. Mais l'islamophobie n'a pas du tout ce caractère. On a le droit de critiquer. C'est un droit qui fait partie, qui est le même que celui d'afficher un signe religieux, etc. Donc, mais pour répondre à Ouria Bentouami... Je vais essayer de répondre de façon plus précise. Allez-y. Quelque chose me gêne dans cette affaire. Bon, autoriser les gestes violents, je vais pas... Bon, écoutez, les gestes violents, ils ont eu lieu. Il y a eu des morts. Bon, je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus fondamental, à mon avis, qui est en jeu, c'est que assimiler racisme et appartenance à une religion. Il n'y a pas d'ethnicité derrière cela. La deuxième confusion que je voudrais pointer, c'est que, au fond, est-ce qu'une musulmane voilée, Ouria Bentouami, dans son article, dit une musulmane voilée, c'est-à-dire avouée. Alors, Madame Baloul, imam, qui ne porte pas le voile, alors c'est pas une musulmane avouée. Enfin, je ne pense pas que le voile est-il nécessairement lié à la foi musulmane. C'est une façon de l'affirmer. C'est une façon aussi d'affirmer un programme politique pour certains voiles. Et ça, il ne faut pas le dissimuler. Vous répond brièvement. Oui, alors déjà, je ne comprends pas ce que vous dites sur... c'est-à-dire que vous pensez que cette femme n'a pas été, je reprends pour Dijon, n'a pas été victime de racisme. C'est ça que vous voulez dire? Il faut bien, si vous voulez... Je pense qu'elle a été victime d'une discrimination insupportable et que la personne qui s'en est prise à elle l'a fait contre les lois de la République, les lois actuelles, et donc c'est tout à fait condamnable. C'est une discrimination raciale et sexiste, en l'occurrence. Voilà ce que c'est. C'est-à-dire que, quand même, nier que l'islamophobie soit une forme de racisme, ça va à l'encontre, en plus, de textes internationaux, etc. Quand même, ça a été bien démontré dans le livre de Abdelali Hajat et Marwan Mohamed. Il n'y a qu'en France, si vous voulez, où le terme même islamophobie, comme précisément ce terme qui permet de décrire un racisme visant spécifiquement les musulmans, est rejeté, est disqualifié, n'a aucune forme de légitimité institutionnelle ou même... Donc ça c'est problématique. Ça, si vous voulez, c'est problématique. Je donne la parole à Nicole Pellegrin. Une des questions, c'est qu'on voit bien, par exemple, que dans ces questions, les féministes, et vous en faites partie, historienne des femmes et du genre, sont elles-mêmes parfois en conflictualité interne. C'est-à-dire on peut vouloir défendre la liberté des femmes, leur émancipation, les droits qui vont avec, etc., etc., et ne pas être d'accord sur ces questions dont on débat depuis maintenant 30 minutes, parce qu'il y a comme quelque chose d'autre qui vient, et ce qui s'appelle, ce que Ouria Bentouami appelle un script, ce que vous pourriez appeler une profondeur anthropologique dans notre société. Oui, alors il y a, comme on vient de le dire, la création d'un stéréotype de la femme voilée, alors en oubliant qu'il y a plein d'hommes qui sont voilés et oubliant toutes les significations, comme je disais tout à l'heure, des voiles, y compris masculins, qui jouent aussi peut-être dans ces phobies et ces craintes que nous avons aujourd'hui. Mais ce qui est important de souligner, et en tant que féministe, c'est vrai que je suis en désaccord avec certaines de mes consoeurs, c'est que
croire que la femme qui se voile est une femme qui est contrainte à se voiler, c'est une aberration politique et anthropologique. Et il est bien évident que le voile, ici, en France au moins, peut être un agent d'agentivité, comme on dit dans mon jargon. Alors d'agentivité, ça veut dire de capacité à reprendre, en main son destin. Pas à le reprendre, à l'avoir. Oui, à prendre en main son destin. Notre amie Latifa Mdiatienne, qui n'est pas là, voilà une personne voilée qui est maîtresse de son destin, même si elle ne l'a pas été quand son fils a été assassiné par Mohamed Merah. Mais là, je crois qu'en tant que Et qui s'est trouvé parfois dans des situations complexes en se rendant à l'Assemblée nationale et en lui demandant d'enlever son voile, justement, d'enlever son foulard, parce qu'on considérait qu'elle n'avait pas sa place dans l'hémicycle, par exemple, Nicole Pellegrin. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a des ambiguïtés très fortes qui sont toujours à l'œuvre. Et vous, en tant qu'historienne, vous les analysez comment, justement, ces ambiguïtés telles qu'elles se... Oh là là, l'horreur de la fin de la question finale. À laquelle j'ai... Non, on n'y est pas encore. Non, mais je dirais que, comme je me suis permis de le souligner d'entrée de jeu, les voiles, on connaît ça par cœur en terre chrétienne, et notamment en France. On les a perdus... en partie, du moins, à partir des années 60-70. Du XXe siècle. Donc ça fait à peine 50 ans. Exactement. Voile de mariée, voile de première communiante, voile de religieuse, voile des grands-mères, la mienne par exemple. Foulard de ménagère, etc. Et donc... Ces images récurrentes qui sont des images de femmes subordonnées à un certain nombre d'institutions ou à elles-mêmes ou à leur mari, ça nous hante encore et ça peut expliquer ou contribuer à expliquer notre incapacité à apaiser un débat politique important. Pour l'instant, le débat entre vous trois a été très apaisé et j'en suis très heureux. Horia Bentouami a un petit mot et puis je donnerai la parole à Catherine Kinsler ensuite. Oui, je voulais juste revenir quand même sur cette idée que, en réalité, il y a une nationalisation, j'appelle une nationalisation des apparences, c'est-à-dire qu'il faut quand même toujours souscrire à un certain code qui serait supposément le code de la bonne civilité à la française, républicaine, etc., mais qui en réalité est complètement ethnicisé. Et on réévalue à l'aune de cela la manière même d'être féministe, c'est-à-dire que nécessairement être féministe, ça voudrait dire se dévêtir, pouvoir être en bikini et pas en burkini sur la plage, etc. Et c'est cette offensive-là qui, je la trouve aussi problématique à bien des égards, parce que elle empêche littéralement, je trouve, les corps des femmes musulmanes voilées de circuler, de travailler, de respirer, de manger librement au restaurant, etc. Alors qu'en réalité, en l'occurrence, non seulement elles ne sont pas des problèmes, mais c'est plus que ça. C'est même des femmes ordinaires en tant que telles. Un petit mot. Donc il faut vraiment, je m'inquiète beaucoup aussi de la montée quand même de tout ce discours xénophobe et raciste qui va au-delà, mais bien au-delà du Rassemblement national. Merci Horia Bentouami. Un dernier mot, Catherine Kinsler. Oui, il y a une longue histoire de la domination et de la soumission derrière le voile, comme l'a rappelé Nicole Pellegrin. Et je pense que c'est pas indifférent. Il y a eu aussi une longue histoire de la soumission des femmes dans l'espace occidental dans lequel nous nous trouvons. Bien sûr, et c'est une histoire aussi de la libération des femmes, et je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Quant à l'ethnicisation, moi, mes grands-parents italiens, quand ils sont arrivés en France, ils ont adopté les vainqueurs de la Bastille comme ancêtres. Moi, j'appelle pas ça une ethnicisation, j'appelle ça la formation et l'adhésion à un peuple politique. Il faut rappeler qu'en France, il n'y a pas d'obligation d'appartenance. C'est là-dessus que je terminerai. Il n'y a pas d'assignation. Et dès qu'il y a assignation, je crois qu'on devient un petit peu chatouilleux. Voilà, c'est peut-être aussi une forme de phobie, si vous voulez. Merci à vous, Catherine Kinsler. Merci beaucoup à vous, Horia Bentouami. C'était moins facile pour vous, à distance, de pouvoir dialoguer avec nous, mais nous avons réussi à le faire. Vous étiez en duplex depuis les studios de Radio France à Toulouse qui vous ont accueillis. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à Toulouse Jean Jaurès. Il faut excuser Latifa Ibn Zlatan qui devait être avec nous mais qui malheureusement n'a pas eu les moyens de rejoindre son téléphone. C'est un problème vraiment tout simple de téléphone qui nous a empêché de l'avoir avec nous. Et merci beaucoup Nicole Pellegrin d'être venue. Je rappelle que vous êtes historienne et que votre voile au pluriel, et le pluriel est plus important que jamais dans cette question-là, s'intitule, le sous-titre est Une histoire du Moyen-Âge à Vatican II et c'est aux éditions du CNRS.
C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Élise Deheux, à la vidéo Jordan Fuentes et à la réalisation Émilie Valla.